Les carnets de l'apothicaire, tome 5, par Yuga Natsu. Chapitre 11. L'esprit dansant de l'eau. Je vous avais montré l'illustration, hein. Je la remontre si jamais. Mais c'était celle du chapitre précédent. Je me demande bien pourquoi je fais ça, maugréa Mao Mao en son fort intérieur, les lèvres pincées. Elle préparait un baluchon, une habitude qu'elle avait prise lorsqu'elle allait s'approvisionner en herbes médicinales, elle qui ne cultivait ni ne récoltait l'intégralité des ingrédients dont elle avait besoin. Il lui arrivait donc d'aller faire des emplettes chez des vendeurs spécialisés, tout comme on se fournissait en gâteaux de riz gluants chez le marchand de mochi. Elle alla chercher Sadzun, qu'elle trouva en train de balayer avec indolence l'entrée du palais vert de gris. Mao Mao, enfin revenu de son périple, l'ancien garde devenu apprenti apothicaire, avait pu se reposer plusieurs jours durant, mais la vieille Gripsou s'était remise à l'exploiter dès qu'il s'était rétabli. En parallèle, l'herboriste lui enseignait le métier dès qu'il avait un moment de libre. « Je m'en vais à un village non loin, mais je serai de retour d'ici ce soir. Pourrais-tu me remplacer à l'herboristerie pendant ce temps ?» lui demanda Mao Mao en passant la tête par la fenêtre. Sadzun haussa un sourcil, puis posa le menton sur le manche de son balai. « Ce soir, vraiment ? Et tu veux juste que je tienne l'apothicarerie, rien d'autre. » Sous la férule de Mao Mao, on apprenait le métier à la dure. Au moins, Sadzun se montrait-il capable de la remplacer en cas de besoin. Seulement, il rechignait encore à jouer les substituts sur une longue période. Prends les herbes accrochées au plafond, qui sont sèches, et réduis-les en poudre. Pour la conservation, fais comme d'habitude. D'accord, d'accord. Sadzun posa son balai contre le mur, puis, sans pudeur aucune, passa la main sous son vêtement pour se gratter le ventre. Mao Mao le fixa d'un regard peu amène. Elle voyait la crasse accumulée sous ses ongles. « Surtout, lave-toi bien les mains. »« Je sais !» répondit-il un peu agacé. « Et sous les ongles aussi. » Sadzun apprenait vite, mais gagnerait à être un peu plus consciencieux sur le plan de l'hygiène. Nombre de clients se plaignaient pour cette raison. Il faudrait que Mao Mao insiste encore et encore sur ce point. Vu l'heure qu'il est, je n'arriverai jamais à temps pour la diligence. Louer une voiture pour son seul usage coûtait excessivement cher. Pour se rendre à un village aux alentours de la capitale, il était cependant possible d'embarquer dans l'une des calèches qui passaient plusieurs fois par jour pour le transport des vivres. Au retour, vide de toute cargaison, elle faisait office de diligence, inconfortable au possible et horriblement lente, mais imbattable au niveau du prix. « Tache de rousseur, tu pars en vadrouille quelque part ?» voulut savoir Chou, bouche ouverte sur ses nouvelles incisives en train de pousser. Il était flanqué de Zulin, collé à lui comme un fidèle disciple. Mao Mao leur le jeta à eux aussi un regard peu amène. Elle finit par quitter l'apothicarerie en repoussant les enfants qui lui barraient la route. « Alors, tu vas où ? Au marché ? Si tu vas faire des courses, emmène-moi. » Chui prit dans ses bras Mao Mao le calicot, étendu dans l'entrée, puis utilisa la patte de l'animal pour amadouer Mao Mao, la jeune fille, comme pour lui dire « S'il te plaît, emmène-nous, emmène-nous !» Le jeune félin, clairement dérangé dans sa sieste, poussa un miaulement de protestation. « Je me rends dans la forêt, au milieu de nulle part, où il n'y a rien à faire. »« La forêt ? Je veux y aller, je veux y aller !» Il harcela de nouveau la jeune fille avec la patte de son homonyme, cette fois en lui assénant de petites tapes sur le bras. N'y tenant plus, l'animal se contorsionna en agitant les pattes arrière pour échapper à l'étreinte du petit garnement. En désespoir de cause, Chou se roula par terre. L'herboriste pensait qu'à 10 ans, on avait passé l'âge de ce genre de caprice. Serait-ce une conséquence de son éducation ? Après tout, il avait été traité comme un petit roi avant de perdre la mémoire. Pourtant, il se révélait parfois étrangement mature, à bien des égards. Mao Mao regretta que ce ne soit pas le cas à ce moment précis en l'occurrence. Est-ce que ma voix ne vous gêne pas ? Je sais que ça peut parfois gêner quand les gens y sont pris de la gorge, que ça peut être pas agréable à l'entente. À l'écoute. Comme Zulin s'apprêtait à imiter son modèle, l'apothicaire l'attrapa par le col pour le forcer à se relever. « Je vais en parler à la vieille Gripsou !» menaça-t-elle. Zulin se mit aussitôt au garde à vous, secouant la tête pour dire « non ».
Elle ne faisait que singer Chohu, sans vouloir réellement aller en forêt, elle aussi. « Qu'est-ce que c'est que ce boucan ?» Là, c'est la voix de la vieille tenancière. La tenancière était sortie du palais vert de gris, l'air alangui. La petite fille se raidit d'un seul coup. « Je pars chercher des herbes médicinales. Ce garnement veut m'accompagner, mais il ne ferait que me gêner, » expliqua Mao Mao en désignant Chohu, toujours étalé par terre. L'ancienne observa le garçon en plissant les yeux, puis poussa un soupir excédé. « Emmène-le avec toi, » ordonna-t-elle à l'herboriste. « Pardon ?» Mao Mao, incrédule, laissa transparaître toute sa frustration. Elle avait cru que la vieille maquerelle, fondamentalement pragmatique, ne verrait aucune raison valable pour la jeune fille de se coltiner un insupportable chenapan lors d'une excursion purement professionnelle. « Non, je n'y crois pas. Tu es sérieuse, grand-mère ?» Chohu se remit debout pour crier victoire et sautiller sur place. Zouline bondit à son tour pour l'imiter, mais l'ancienne l'arrêta d'emblée en posant une main sur sa tête. « Non, pas toi. » À ces mots, le cœur de la jeune aphasique sembla se briser en 1000 morceaux. À la différence de son camarade, qui en toute chose bénéficiait d'un traitement de faveur, la fille attristait une servante de la maison de plaisir. La laisser partir donnerait un mauvais exemple à ses condisciples. Au fond, elle n'était qu'une pièce rapportée, venue de pair avec sa sœur aînée. Si elle ne se montrait pas capable de gagner elle-même sa pitance, elle finirait vite comme courtisane. Chohu tapota à l'épaule de son ami, toujours dépité. « Ne t'inquiète pas, je te ramènerai un souvenir. »« Et qui va le payer, ce souvenir ?» intervint Mao Mao. « Tu pourras bientôt sortir, sois patiente. S'il le faut, je te rachèterai. » L'apothicaire en fut décontenancé. Où avait-il appris à s'exprimer ainsi? D'autant que la plupart du temps, les clients qui parlaient de cette façon étaient des bons à rien. Ignorant les enfants qui s'ébattaient comme des fous, la vieille Gripsou, glissant la main sous son vêtement pour se gratter la clavicule, se tourna vers Mao Mao, toujours boudeuse. « Et pourquoi devrais-je encore l'emmener avec moi ?» s'indigna la jeune fille. « Sais-tu au moins dans quel état l'a mis ta longue absence ?» Force était de constater que l'apothicaire l'ignorait. Elle supposait qu'il avait dû se comporter comme le petit diable qu'il était au quotidien. Il s'était également attaché à Ugyo, l'intendant du palais vert de gris. Aussi s'imaginait-elle que son absence n'avait pas dû trop coûter au garçon. « Eh bien, tu vas pas me croire, mais il était amorphe. Déjà qu'il se retrouve ici sans ses parents, tu l'abandonnes toi aussi pour partir en voyage? Comment veux-tu qu'il ne déprime pas ?»« Ça va bien de dire ça, toi, la vieille maquerelle qui achète des jeunes filles et des ravisseurs et en marchandant le prix par-dessus le marché, » répliqua Mao Mao avec ironie. Avant d'être adoptée par l'woman, on l'avait, semblait-il, enfermée seule dans une pièce où on la laissait pleurer toute la journée. Quand elle avait compris qu'il ne servait à rien de geindre, la bambine en était venue à ne plus jamais laisser couler ses larmes. Peut-être cette mauvaise expérience expliquait-elle en partie sa nature peu expansive. Elle n'en gardait aucune rancœur particulière, ni, surtout, le moindre souvenir. La femme qui l'avait mise au monde était sans doute occupée par son travail, tout comme Peiling qui avait donné le sein à la fillette. Le palais vert de gris était à cette époque au bord de la faillite, et Mao Mao avait été l'objet d'une certaine jalousie. Elle se considérait chanceuse de n'avoir pas fini étranglée. L'ancêtre glissa les mains dans ses manches. « Qu'est-ce que j'y peux si elles ont été vendues après avoir été enlevées? C'est le karma des parents qui l'a voulu, décréta-t-elle. Ces histoires ne me concernent pas. Moi, j'élève ces filles pour faire en sorte qu'elles ne deviennent pas des feignantes incompétentes. Rien que pour ça, on devrait me considérer comme la bonté incarnée. Si plus tard ces filles ne savent rien faire de leurs 10 doigts, eh bien, elles n'ont plus leur place ici. Et Chohu? C'est à toi qu'il revient de savoir quoi faire de lui. Moi, je veille juste à ce qu'il reste en vie. On ne m'a pas assez payé pour que je prenne la peine de l'élever. » Mao Mao ne doutait pas de l'insincérité de la vieille femme. Toutefois, elle aurait beaucoup aimé savoir combien la tenancière avait reçu pour sa peine. « Je vais te faire préparer une voiture. Tu iras plus vite qu'en diligence. N'hésite pas à me remercier au passage. »« Quelle générosité! Ne compte pas sur moi pour payer le trajet. Tu me rembourseras avec les patates, » asséna la vieille femme avant de se diriger vers la salle des domestiques. L'apothicaire la regarda s'éloigner, mécontente. « N'empêche, je n'ai vraiment pas envie de me trimballer ce petit fripon. »
L'herboriste s'apprêtait à se rendre dans le village où le maître de Choyu aurait aperçu le modèle de son tableau en cours. La veille au soir, après avoir dévoilé la toile, l'assistant du peintre avait révélé à la jeune fille ce qu'il savait sur la mystérieuse beauté aux cheveux blancs et aux yeux rouges. Mao Mao aurait bien aimé en apprendre davantage sur la rencontre à Chao entre l'artiste et la beauté qui ressemblait à la Dame Blanche, mais ce serait une histoire pour plus tard. Le peintre avait aperçu son jeune modèle plus de 6 mois auparavant, dans le village où il était allé se procurer des pigments. Sa plastique particulière lui conférait, selon ses dires, l'allure d'une sublime immortelle. « Il paraît qu'elle dansait sur l'eau », avait dit l'assistant du maître à Mao Mao. À la vue d'un spectacle aussi mystérieux, le peintre avait cru rêver. Il fallait préciser qu'il était si ivre à ce moment-là qu'il avait titubé jusqu'au bord de l'étang. Ce pigment enfin acheté, il était déjà tard et il s'était retrouvé à devoir passer la nuit dans le village. Il n'avait repris ses esprits que le lendemain matin dans une cahute où il avait dormi. Malgré tout, il refusait de croire que cette apparition n'avait été qu'un rêve et s'était rappelé la beauté qu'il avait vue jadis. À ses yeux, cette rencontre ne pouvait être qu'un signe. Dès lors, il s'était mis à parler de s'installer dans l'Ouest. Mao Mao connaissait le village où le peintre se fournissait en couleurs pour s'y être rendu à quelques reprises pour acheter des herbes médicinales. Reconstituer ses réserves de plantes curatives lui offrait le prétexte idéal pour y retourner. Tout en fixant d'un œil sévère un Choyu qui ne se sentait plus de joie, l'apothicaire poussa un soupir de lassitude. Au bout d'une longueur de secousse dans la calèche brinque-ballante, Mao Mao et son compagnon de voyage non désiré arrivèrent dans un village 6 à pro. Un village 6. C'est que des gens 6. Non, c'est S-I-S. Dans un village 6 à proximité d'une forêt. Un cours d'eau le bordait, offrant un paysage qui n'était pas sans rappeler le village natal du Médicastre. On y cultivait du riz et divers légumes. Les rizières où venaient d'être plantés les jeunes épis ressemblaient à des miroirs géants dans lesquels se reflétait le ciel. Choyu admirait la vue, le buste presque en dehors du véhicule. Leur diligence n'avait rien à voir avec les carrosses qui transportaient les nobles. Pour preuve, elles n'avaient même pas de capote. À la place, on leur avait fourni des manteaux de paille pour qu'ils puissent se protéger de la pluie. « Ça suffit, Choyu! Cesse de te pencher dehors comme ça! Si tu tombes, je ne m'arrêterai pas pour te récupérer, » l'avertit Yukio, assis à la place du cocher. La vieille Gripsou leur avait fait préparer une voiture et avait choisi l'intendant du palais vert de gris pour les conduire. Il est drôlement énervé. Mao Mao jeta un regard agacé au conducteur, sans le viser lui. À l'évidence, elle n'avait rien à reprocher au serviable Okio. Simplement, tandis qu'elle regardait le paysage défiler, une pensée insaisissable ne cessait de la titiller, et elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui la dérangeait. À cette période de l'année, les rizières offraient un spectacle magnifique. Pour l'heure, aucun nuage ne se profilait à l'horizon, le ciel était d'azur. Ce monde où s'embrassaient le bleu du ciel et de la terre était profondément intrigant. « Dis, tache de rousseur, c'est quoi ça là-bas » demanda Choyu en tirant sur la manche de Mao Mao. Elle tourna la tête pour voir 2 bâtons plantés dans autant de monticules de sable et reliés par de longues bandes de paille tressée. Ce qu'on pouvait assimiler à des repères était apparemment disposé au bord du cours d'eau qui longeait les rizières. Pardon. On dirait des cordons qui marquent l'emplacement d'une zone sacrée, non ? Mao Mao n'était pas tout à fait certaine de ce qu'elle avançait, mais il lui semblait qu'il s'agissait d'une sorte de rituel superstitieux. Sans doute, toute cette mise en scène était-elle destinée à créer une barrière contre les forces maléfiques ? La forme du cordage différait quelque peu de ce qu'on voyait dans d'autres régions du pays de Li, sûrement la marque des croyances locales mêlées à cette pratique. Tiens,
La jeune fille se pencha à l'extérieur. Elle eut confirmation que les cordages étaient bien tressés d'une façon très originale, du moins différente de tout ce qu'elle avait déjà vu. Le tressage lui apparut moins rudimentaire qu'auparavant. Il présentait désormais une sorte de torsion et des morceaux de papier blanc étaient coincés dans les entrecroisements. D'un point de vue purement technique, le résultat semblait plus raffiné, mais était-ce bien le genre de choses dont on changeait la forme à tout bout de champ ? « On y est !» annonça Okio pendant que Mao Mao, descendu de voiture, observait la forêt. « En ce qui me concerne, je vais aller patienter dans le village. Que veux-tu faire, Chouyu ?» L'intendant avait parlé en désignant l'unique taverne du village qui devait bien servir, au moins, de la gnôle du cru. Le gardement regarda à tour Mao Mao et l'intendant du palais vert de gris. En fin de compte, il s'approcha de la jeune fille, ce qui déclencha un rire bref chez Okio. « Dans ce cas, je m'en vais me rafraîchir à l'auberge, » annonça-t-il. Pour une raison qui échappait à l'apothicaire, Chouyu restait accroché à sa jupe. Il s'agrippait si fort qu'il risquait de dénouer sa ceinture. Elle lui prit la main et le tira en silence vers la demeure du chef du village. « Il n'y a vraiment rien ici, » commenta Chouyu. Il n'avait pas tort, mais ce n'était pas une raison pour le dire à voix haute, leçon qu'elle lui inculqua d'une petite tape sur le haut du crâne. Ils s'approchaient de la maison située tout au bout du village. Des légumes pendaient sous l'avant-toit de l'humble demeure. Ils séchaient à des fins de conservation, mais à cette période de l'année, il fallait faire attention aux moisissures qui se développaient en un rien de temps sur les aliments. À côté des végétaux pendait un petit bout de corde tressé sur le même modèle aperçu plus tôt près des rizières. Mao Mao n'était pas revenu dans ce village depuis au moins 3 ans. Le travail au rogong l'en avait longtemps empêché, aussi espérait-elle que le chef ne l'avait pas oublié. « Bonjour !» lança-t-elle en frappant à la porte. Chouyu se sentit aussitôt obligé de l'imiter en cognant un grand coup. Excédé, l'herboriste lui décochena une chic note sur le nez. Au même moment, une jeune femme leur ouvrit. « Oui, à qui ai-je l'honneur ?» Au regard de la rusticité des lieux, la femme paraissait étonnamment belle. Ses vêtements, bien que simples, semblaient conçus pour durer. « Je souhaiterais voir le chef du village. Dites-lui que je suis la disciple de Luomen, l'apothicaire. Il comprendra. » Elle préférait donner le nom de son père adoptif plutôt que le sien, tant étaient nombreux les gens qui refusaient de la croire quand elle se présentait comme apothicaire. Quelques rides lui éviteraient sûrement ce problème à l'avenir, mais comme elle n'avait aucune raison de se vanter de son état, autant aller au plus simple. La jeune fille qui leur avait ouvert rentra quérir un homme dans la fleur de l'âge. Si la mémoire de Mao Mao ne lui faisait pas défaut, il s'agissait du fils du chef. Il semblait lui aussi se souvenir d'elle, car il hocha la tête d'un air entendu. L'an passé, mon père a attrapé un rhume. Et il en était mort, visiblement. Je vois. Prendre cette maladie à la légère était une erreur. Négligée, elle empirait très vite pour se changer en pneumonie. Dans les souvenirs de la jeune fille, le chef ne croyait pas vraiment à la médecine. De nature sociable, il se vantait de pouvoir guérir n'importe quoi, avec un peu d'alcool. Et beaucoup de repos. Ce caractère n'en faisait pas un bon client pour Mao Mao, qui néanmoins l'appréciait. Je lui avais dit d'aller voir un médecin, mais que veux-tu ? C'était peine perdue avec lui. Enfin, trêve de discussion déprimante, tu souhaitais te rendre en forêt ? En effet. L'herboriste tendit au nouveau chef la même somme que d'habitude, mais il secoua la tête. C'est inutile. Dépêche-toi avant que le soleil ne se couche. Je ne sais comment vous remercier. Que signifiait cette soudaine générosité ? Elle allait remettre l'argent dans son vêtement quand Chouyu tendit les mains. Tache de rousseur, achète-moi des bonbons avec les sous. Allez, s'il te plaît. Tu gagnes déjà assez pour t'en payer. Ses pièces bien rangées à l'intérieur de son habit, elle s'apprêtait à mettre le cap vers les bois lorsque le nouveau chef du village la héla. Soyez prudents tous les deux. Les serpents sont de sortie en cette saison. Rassurez-vous, je suis au courant. Ils font de très bons ingrédients. Non, surtout pas. L'a mis en garde son interlocuteur. Il pinça un cordage accroché à l'avant-toit pour lui montrer. En regardant bien, Mao Mao s'aperçut que les deux extrémités n'avaient pas la même forme. L'une s'affinait peu à peu, quand l'autre s'épaississait avant de se fendre en deux. Le cordon rappelait décidément un ophidien.
L'apothicaire avait l'impression d'avoir déjà vu cette forme quelque part. « Si vous tuez un serpent, les villageois risquent de s'en prendre à vous. »« Pour quelle raison ?» demanda la jeune fille après un instant d'hésitation. Son cerveau refusait d'assimiler l'idée, tant la vue du moindre reptile lui donnait envie de le transformer en brochette pour le dévorer, griller et agrémenter de sauce soja. Elle avait d'ailleurs déjà reçu des félicitations pour en avoir attrapé plusieurs. « C'était la dernière volonté de mon père », expliqua le nouveau chef du village avec un sourire forcé. Avant de mourir, il s'est beaucoup affaibli et a fait appel à une chamane. Il aurait mieux fallu qu'il fasse venir un médecin. En échange d'un encens qui soulageait la douleur, la femme avait exigé qu'il répande un précepte auprès de tous les villageois. L'apothicaire comprenait désormais d'où venaient ces étranges cordages visibles dans les environs. À l'origine, la population locale vénérait un dieu serpent, reprit le jeune chef, les lèvres toujours barrées d'un sourire amer. Sous son air désolé se lisait une certaine résignation. Pour lui, il était vain de lutter contre des croyances si profondément enracinées. Son sourire demeurait malgré tout étrangement affecté. « Dans ce cas-là, comment faites-vous avec les serpents venimeux ? Les vipères étaient les ennemis jurés des paysans. Une seule morsure et vous étiez condamné. »« Je les tue en cachette, » murmura l'homme. « Il y a des personnes très croyantes ici. Je ne sais pas comment faire autrement. » Lui aussi avait besoin de sauver les apparences. La jeune femme, sûrement son épouse, les dévisageait. Sans doute ne voyait-elle pas d'un bon œil que son mari partage des secrets avec des étrangers sans se soucier de sa présence. Quoi qu'il en soit, Mao Mao ayant obtenu l'autorisation qu'elle cherchait, n'avait plus rien à faire là. Le mieux était de prendre congé au plus vite. « Bon, on y va. »« Oui, dit Chou-Yu. »« Ah, une dernière chose, les arrêta le chef du village. En plus des serpents, on ne doit pas non plus tuer les oiseaux. Mais bon, il te faudrait au moins un arc et des flèches pour réussir à les toucher. » Cette chamane est décidément très exigeante. Vous ne pouvez donc même plus tordre le cou à un poulet ? On a interdiction de tuer les oiseaux qui volent. Mao Mao n'y comprenait rien. Elle finit par hausser les épaules. Autant se diriger sans plus attendre vers la forêt, en conclut-elle. Chou-Yu lui emboîta le pas. Suite, après, plus tard.